très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition du Petit Perron. La France assure en 2019 la présidence du G7, dont la priorité est donnée à la lutte contre les inégalités. Dans ce cadre, les collégiens ont formulé leurs propositions pour réduire les inégalités scolaires. Cette année, les élus du conseil départemental des jeunes de l'Allier se sont approprié le devoir de mémoire. Le collège a ainsi reçu la visite du bus de la mémoire du conseil départemental de l'Allier et ont assisté au spectacle des jeunes Autrichiens passeurs de mémoire. Le samedi 18 mai, quelques élèves du collège François Perron ont organisé un vide-grenier dans le but de rapporter de l'argent au FSE. Le collège François Perron a eu l'honneur d'être représenté lors de la finale du concours d'éloquence. Vous découvrirez les méthodes atypiques de notre candidate Laetitia Estrada. Les élèves latinistes du bassin de Molusson se sont donné rendez-vous pour une lecture publique d'extraits de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. Culture toujours, la compagnie du théâtre de nuit en résidence au Cube a proposé aux élèves de 6e des ateliers autour du théâtre d'ombre. Dans le cadre de la semaine de la presse, la rédaction du Perron TV s'est rendue à l'école Charles-Philippe pour former les écoliers à la réalisation d'une une de presse et d'un reportage. Une formation qui a porté ses fruits puisque les écoliers ont pu réaliser un reportage sur le compte randonnée qu'ils ont écrit avec les élèves de 6e. Cette année, les élèves du collège François Perron se sont grandement investis en faveur du développement durable et ont obtenu la labellisation E3D de niveau 3. L'enduro de pétanque de série est un événement incontournable. Pendant 24 heures, plusieurs équipes vont s'affronter dans le but de rapporter ce tournoi. À l'occasion de la présidence française du G7 sur le thème des inégalités, une vingtaine d'élèves du collège François Perron ont simulé une séance de négociation du G7. Ils ont débattu et cherché des solutions pour réduire les inégalités scolaires. Reportage de Salomé Sarmon-Dadaz, Manouche Kaleman et Sohara Trema. Depuis le 1er janvier 2019, la France assure la présidence du G7. Cette année, la priorité est donnée à la lutte contre les inégalités. Dans ce cadre, les établissements scolaires étaient invités par la DAREC, délégation académique aux relations européennes et internationales à la coopération, à organiser une simulation de négociation. Le collège François Perron a répondu favorablement à l'appel lors de la première semaine du mois de juin. Les élèves étaient répartis en 7 groupes représentant chacun un pays du membre du G7. France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Canada, États-Unis et Japon. Ils ont réfléchi à des propositions visant à réduire les inégalités scolaires à l'échelle mondiale après avoir réalisé des recherches sur des différents systèmes éducatifs sur des causes et des inégalités à l'école. Les diplomates d'un jour ont défini des grandes thématiques prioritaires. Chaque délégation a ensuite formulé 7 propositions des plus générales aux plus précises, comme par exemple l'acquisition de casques de réalité virtuelle permettant l'expérimentation de sorties scolaires virtuelles, la scolarité gratuite et obligatoire jusqu'à 18 ans pour lutter contre le mariage précoce. Fort de leurs propositions et de leur argumentaire, les 7 délégations se sont retrouvées en salle de réunion pour une séance de négociation, à l'issue de laquelle les pays membres devraient rédiger une déclaration commune contenant 7 propositions. Animé par la France, le pays hôte des débats furent après mais respectueux, ils ont donné lieu à des stratégies d'alliance pour certaines inattendues. À l'issue du premier temps de négociation, le G7 a dégagé 2 thématiques prioritaires, l'égalité filles-garçons et l'inclusion des élèves handicapés. Les propositions détaillées ont été mises au vote après un nouveau temps d'échange et le débat lors duquel les délégations les plus habiles sont parvenues à reformuler leurs propositions initiales
afin qu'elles répondent aux 2 axes prioritaires. Au terme de négociations, le G7 de Série a rédigé la déclaration finale suivante qui sera remise aux ministres du G7 présents lors de la première réunion du 4 juillet prochain à Biarritz. Cette année, le G7 se tient en France. Le thème retenu est réduire les inégalités. Nous avons travaillé sur la réduction des inégalités scolaires dans le monde. Notre groupe de travail a dégagé 2 grands axes prioritaires. L'égalité filles-garçons. Plus de 130 millions de filles n'étaient pas scolarisées en 2016 dans le monde. On compte plus de 750 millions d'adultes analphabètes sur la planète, dont 2 sur 3 sont des femmes. Seulement 25% des filles atteignent le cycle secondaire. L'inclusion des handicapés. Près de 90% des enfants handicapés des pays pauvres ne vont pas à l'école. Même lorsqu'ils vont à l'école, ils sont souvent exclus de l'apprentissage car le programme n'est pas adapté à leurs besoins et les enseignants n'ont ni la formation ni le temps nécessaire pour leur fournir un soutien individualisé et une aide d'apprentissage. D'un commun accord, les membres du G7 ont adopté cette proposition pour atteindre ces objectifs. Filles, fixer l'âge légal du mariage à 18 ans, former des enseignants sur place, scolarité gratuite et adaptée obligatoire, amener l'école aux élèves, créer des classes mobiles. Pour les handicapés, financer des équipements adaptés et innovants, former du personnel, construire des écoles plus proches. Maintenant, vous allez découvrir 2 reportages autour du devoir de mémoire. Lucie Bondis, notre représentante au Conseil départemental des jeunes, livre un bilan de l'année du CDJ. Elle a par ailleurs œuvré à la venue du bus de la mémoire du Conseil départemental au collège. À cette occasion, les collégiens ont accueilli de jeunes passeurs de mémoire autrichiens. Reportage de Joël Guillaumin, Gabriel Roger et Chloé Mons. Les jeunes élus du Conseil départemental des jeunes se sont investis tout au long de leur mandat dans un projet autour du devoir de mémoire. Dans ce contexte, les 37 collégiens élus dans leur établissement afin de les représenter au CDJ ont participé à différents événements et ateliers. Certains ont rédigé un numéro du journal Idéado, d'autres ont animé le média jeune et réalisé des journaux télévisés ou participé au jury du Festi-BD à Moulins. Le CDJ, c'est une bonne expérience. On découvre plein de choses. Moi, je sais que vu que j'étais présidente, j'ai fait le grand débat des jeunes. C'était trop bien, une trop bonne expérience. On a parlé plein de choses et tout. Franchement, c'est un truc que je recommande à tous les jeunes de faire parce que c'est super bien. Par ailleurs, tous les élus ont découvert la mission de porte-drapeau et manifesté leur volonté de s'investir dans des commémorations. Ainsi, le 5 juin, ces collégiens ont eu la chance d'assister à la commémoration des jeunes porte-drapeaux au sein de l'enceinte militaire de la 13e base de soutien du matériel 10 heures. Les 2 présidents du CDJ, Jade Thomas et Lucas Bruno, ont accompagné Madame Isabelle Goninet, conseillère départementale déléguée à la jeunesse et à l'égalité femmes-hommes au sein du parterre des officiels. Certains élus ont assumé un rôle actif lors de la cérémonie. Ils ont ainsi déposé une gerbe et porté des drapeaux. Alice et Thomas ont même eu le privilège de hisser le drapeau français. Aujourd'hui, en ce lundi 13 mai, le collège François Perron a reçu la visite du bus de la mémoire. Ce bus est le moyen choisi par le conseil départemental pour amener des jeunes comédiens européens passeurs de mémoire vers les collégiens. Ce bus de la mémoire, on l'a organisé parce que c'est la reconduite d'une action qu'on mène chaque année depuis 3-4 ans maintenant, qui était un bus qui se promenait dans le département et qui allait de lieu de mémoire en lieu de mémoire dans le département. Cette année, on a eu la chance qu'il y ait un projet européen qui tombe au même moment, un projet Erasmus, qui réunisse notamment des Autrichiens, des jeunes Autrichiens qui sont présents sur le département. Et donc ça nous a donné une toute autre vision du bus de la mémoire et on s'est dit cette année, le bus de la mémoire, plutôt que d'emmener uniquement les conseillers départementaux jeunes sur des lieux de mémoire, c'est le bus de la mémoire qui lui va aller dans les collèges avec un message de mémoire et avec un message de devoir de mémoire. Les comédiens ont été accueillis en chanson par les collégiens, accompagnés par Madame Cor au piano. Ils ont tous chanté l'hymne à la joie.
cet accueil musical, Madame Décoré, principale de l'établissement, a prononcé un discours sur l'importance du devoir de mémoire. Nous avons tous un devoir de mémoire. Et vous nous aidez dans cette obligation morale en faisant halte ici pour souffler les paroles du passé, des témoignages récoltés auprès de vos aïeux, de vos pères, des mots contre l'oubli, pour transmettre de génération en génération ce savoir, ce vécu et étouffer ces braises qui jaillissent au présent. Puis Lucie Bondis, la représentante du collège au conseil départemental des jeunes, leur a présenté François Perron avant que Laetitia Estrada, finaliste du concours d'éloquence, présente les particularités du collège. Ces discours ont été traduits afin de célébrer l'esprit européen et la semaine européenne des langues. L'un en anglais par M. Dehaye, l'autre en allemand par Mme Deschmecker. Il était prévu celui de la principale soit traduit en roumain par un élève Radu Nicolescu, mais les étudiants roumains n'ont pu se joindre au bus de la mémoire étant retenus par un autre projet. Seuls 4 collèges du département ont le privilège d'accueillir ce bus. Celui de Sérilly doit cette opportunité à une élève, Lucie Bondis. Étant élue au conseil départemental, pendant une réunion, on m'a proposé d'emmener le bus de la mémoire dans le collège. Et j'en ai tout de suite parlé à mon professeur d'histoire-géographie et on a retenu la proposition. Les élèves germanistes ont assisté à un spectacle réalisé par les étudiants autrichiens. Ce spectacle sur le devoir de mémoire a été créé à partir des témoignages recueillis dans leur entourage. Ils ont interviewé leurs proches qui ont vécu l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale et ont mis en scène les émotions que ces derniers ont pu ressentir. Ce spectacle a grandement impressionné les spectateurs, tant en raison du message transmis qu'en raison du travail des comédiens. L'accueil réservé au bus de la mémoire par les élèves de Sérilly a aussi enthousiasmé les comédiens et leurs organisateurs. Ah, l'accueil, il est magnifique chez vous. Franchement, c'est superbe. Le fait de pouvoir d'être accueilli avec l'hymne européen, avec une chorale de jeunes qui accueille des jeunes européens, c'est magnifique. Voilà. Vos discours étaient très bien. Madame la directrice, Madame la principale a fait un très beau et court discours. Et puis moi, j'ai particulièrement apprécié le discours de Lucie, notre conseillère départementale jeune, et de Laetitia, que j'avais eu l'occasion de rencontrer sur le concours de l'éloquence dernièrement. Donc c'était un très bel accueil, avec toute une volonté de traduire en allemand, en anglais, donc de faciliter la compréhension de tout le monde. Franchement, bravo, un grand bravo. Et quand je dis bravo, ça s'adresse à vous, les jeunes, la classe média, Laetitia, Lucie, et aussi à tous les professeurs qui vous ont accompagnés dans cette démarche-là. Un grand bravo pour une qualité d'accueil comme ça. Cette matinée est une réussite. Certains élèves émettent déjà le souhait de devenir eux-mêmes des passeurs de mémoire. Durant le mois de mai, les élèves du CVC et quelques élèves volontaires du collège François Perron ont organisé un vide-grenier dans le but de gagner de l'argent pour le FSE. Reportage réalisé par Mes Soins. Le samedi 18 mai, les élèves du conseil de vie collégienne du collège François Perron organisaient un vide-grenier au sein de leur établissement. À cette fin, des emplacements gratuits étaient mis à disposition des exposants dans la cour du collège. Ces derniers ont largement apprécié cette matinée, comme nous le confirme Monsieur Peggy, venu vendre quelques objets d'une rare valeur. L'ambiance est bonne, il n'y a pas trop de monde, mais l'ambiance est sympathique, on rigole bien, c'est le principal. Afin de récolter de l'argent au profit du FSE, les élèves n'ont pas manqué d'idées. Ainsi, les membres du CVC et d'autres élèves volontaires ont tenu la buvette où l'on proposait des hot dogs, des crêpes, des gâteaux et autres boissons. Par ailleurs, une tombola a été organisée par les élèves qui ont vendu les cases aux visiteurs. L'argent récolté à l'issue de la journée servira à financer différents projets, mais tel n'était pas le seul objectif de cet événement. Si le conseil de vie collégienne souhaitait qu'on vive des journées différentes aussi, donc c'est dans le même esprit qu'en fin d'année, on va organiser une soirée dansante et les bénéfices de la brocante serviront justement à financer cette soirée de fin d'année afin de rassembler les élèves du collège dans une soirée, mais aussi peut-être un peu fêter le départ des élèves de 3e du collège. Malheureusement, la pluie persistante est venue perturber le bon déroulement de ce vide-grenier. Cette année, le collège François Perron a été représenté par Laetitia Estrada en finale du concours d'éloquence. Vous allez découvrir ses méthodes de préparation pour cet événement.
Reportage de Jo Guillaumin, Sanguira Trema, Enzo Gotelman et Alexandre Pierre. Le conseil départemental de l'Allier a organisé un concours d'éloquence. 118 collégiens de classe de 3e ont participé. 6 ont été retenus pour la finale qui s'est tenue le 29 avril 2019 au théâtre de QC. Le collège François Perron y était représenté par Laetitia Estrada. Si Laetitia a réussi à se qualifier pour la finale du concours d'éloquence, c'est en grande partie grâce à sa prise de notes atypique. Ainsi, au lieu de rédiger l'intégralité de son discours, elle procède à une prise de notes schématisée. La technique de Laetitia se résume à chercher toutes les informations qui répondent au sujet qu'elle a traité. Puis elle effectue un plan organisé de tous ces éléments et apprend par cœur ses notes schématisées. Cela lui permet de regarder en permanence le public. J'aimerais finir par vous dire que, sincèrement, on est tous uniques. Et considérer quelqu'un comme supérieur ou inférieur à nous ne sert à rien. Quand j'ai écrit ce sujet, je comprenais même pas la thèse. Sincèrement. Et je comprends toujours pas à quoi elle sert la parité, en fait. Je veux juste vous dire qu'on est tous égaux. Et voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci Laetitia et bienvenue de bien pouvoir répondre à nos questions. Comment as-tu préparé ton discours et en combien de temps? J'ai préparé mon discours. Tous les candidats, on avait une semaine pour écrire nos discours, mais moi je l'ai écrit en 3 jours, je crois. Et je l'ai préparé avec des informations que j'ai été chercher sur Google. Je me suis renseignée auprès des adultes aussi, qui m'ont énormément soutenue. Mes parents, ma famille et mes amis aussi, qui m'ont beaucoup aidée. Merci. Quel était ton ressenti sur scène? C'est une explosion d'émotions, je crois. Beaucoup de stress, mais ça va, j'ai appris à le gérer. J'ai été en finale, donc ça va, j'étais préparée, mais c'était énormément de joie. Et j'aimerais bien l'en faire, vraiment. Est-ce que ça t'a aidé pour la préparation de ton oral, du brevet? Énormément, parce que du coup, l'oral, c'est super simple. Pour moi, j'ai été préparée, j'en ai fait 4 pendant l'année. Et pour moi, l'oral du brevet, c'est super simple, du coup. Est-ce que le sujet a été difficile? Oui. J'avais 7 jours pour l'écrire et j'en ai pris 4 à comprendre le sujet. Donc, oui. Mais ça aide en 3e de savoir ce genre de choses parce que tu ne te poses jamais ce genre de questions. Si on ne m'aurait pas posé ce sujet, je n'aurais pas été chercher, quoi. Merci Laetitia d'avoir répondu à mes questions. De rien. Les latinistes du collège François Perron et du bassin de Montluçon se sont donné rendez-vous pour lire des extraits de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. Reportage de Manouchka Lehmann, Sohara Trema et Salomé Sermon-Dadaz. 29 mars, après-midi, les élèves latinistes de Sérilly, habillés d'une cape blanche et leurs enseignants, se sont réunis dans la cour du château de Montluçon. Sous un soleil très chaud, ils ont lu l'Iliade d'Homère avec d'autres collégiens du département devant quelques spectateurs. 37 élèves du collège étaient concernés. 17 en 5e, 14 en 4e et 6 en 3e. Ils étaient 458 au total sur le département de l'Allier. Après la lecture publique, les élèves ont assisté au LEM de Montluçon à une pièce antique jouée par la troupe amateur du conservatoire de Montluçon, Lysistrata. Les élèves ont été préparés pendant les heures de latin habituelles. Ils ont appris des infos sur l'auteur, l'œuvre et le contexte d'écriture. Ils ont également travaillé la compréhension littérale du texte. Madame Léritz, professeure de latin et français, a elle-même choisi le passage du chant 22 de l'Iliade d'Homère, car il représente un épisode majeur de l'histoire d'Hélène de Troie. Nous avons préparé l'Iliade écrite par Homère. On a choisi un épisode le plus crucial, c'est quand Écube veut se suicider, que ses sœurs et ses belles-sœurs la rattrapent, parce qu'elle voit son fils tiré par un char, il est mort, alors qu'elle lui avait fait couler un bain après la guerre.
et elle découvre qu'il est mort. Et donc on a choisi cet épisode parce que c'est le plus crucial. On a tous répété ensemble les latinistes, donc 35 élèves, des 5e, des 4e, des 3e. On a aussi vu comment il fallait mettre la toge. Et voilà. L'objectif du projet était d'entraîner les élèves à l'oral, de leur permettre de se rencontrer et de maîtriser les LCA, langue et culture de l'Antiquité, pour les prochains examens. Le temps d'une journée, les élèves de 6e ont découvert le théâtre d'ombre lors d'ateliers animés par la compagnie Le Théâtre de Nuit pour des activités hautes en couleurs. Reportage de Gabriel Roger avec l'aide de 2 pigistes de 6e. Le vendredi 7 juin, une quinzaine d'élèves du collège François Perron ont assisté à des ateliers animés par la compagnie du Théâtre de Nuit. En résidence au Cube à Hérisson, les artistes sont venus présenter leur spectacle de théâtre d'ombre. Nous, ça fait maintenant, c'est le 10e spectacle que nous fabriquons avec le Théâtre de Nuit. On avait donc, ça fait 15 ans qu'on explore ce théâtre. Et comment on a eu l'idée, c'est-à-dire que nous sommes marionnettistes. Il y a aussi dans la compagnie, il y a aussi des danseurs, des gens qui viennent de l'art plastique, qui font des constructions. Et en fait, le théâtre d'ombre, pour nous, c'est justement un mélange de beaucoup de disciplines, et du théâtre, et de la danse, et de l'art plastique, et des marionnettes. Donc, nous venons de différentes disciplines. Moi, je suis plutôt marionnettiste. Et donc, l'idée, en fait, c'est souvent le théâtre d'ombre nous permet de montrer des choses qui sont de l'ordre de l'imaginaire, des rêveries, ou de passer dans des mondes différents, des mondes magiques. Et ce spectacle qu'on est en train de préparer, ça représente aussi des mondes qui sont des mondes surréels. Et en fait, le théâtre d'ombre nous permet vraiment... en fait, tout est possible. Dans le théâtre d'ombre, on peut faire voler les personnages, faire disparaître des personnages, de traverser plein d'états qui ne sont pas forcément possibles dans le théâtre. Donc c'est pour ça. Encadrés par Julia Kovasque, marionnettiste, et Élise Gascoin, plasticienne, les élèves ont conçu des silhouettes, des marionnettes et des éléments de décor qu'ils ont par la suite animés grâce à différentes sources d'éclairage. Ainsi, les collégiens ont créé les personnages de l'histoire de l'Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck, mise en scène par la compagnie du Théâtre de Nuit. Til et Mithil, 2 jeunes enfants, le personnage de la fée de l'Oiseau bleu. Pour ce faire, ils ont dessiné les personnages sur une feuille de brouillon, puis les ont reproduits sur une feuille cartonnée noire avant de découper les silhouettes. Ces personnages ont été coloriés à l'aide de gélatine. Certains élèves ont utilisé différents matériaux afin de sculpter des éléments du décor, tels un arbre en fil de fer ou un diamant. Pourquoi on propose ça pour les collégiens? Alors on ne propose pas ça que pour les collégiens déjà. On propose ça à plein de publics différents, des enfants plus petits en primaire, des adultes aussi. On a travaillé en prison, on a travaillé avec des personnes handicapées, voilà. Et on aime bien justement mélanger des publics très différents et d'âges différents. Et après, pourquoi on propose des ateliers en général? En fait, dans la compagnie, on crée des spectacles, mais depuis 12 ans, on propose de faire des ateliers. Et je crois que c'est parce qu'on a vraiment envie de partager les temps de recherche qu'on vit en création de spectacles avec d'autres publics. Et en fait, l'un nourrit l'autre. Les ateliers, ils nous donnent aussi des idées que nous, on n'aurait pas forcément eues. Parce qu'on sait faire certaines choses, mais du coup, quand on sait faire certaines choses, on a tendance à toujours refaire la même chose. Et vous découvrez l'ombre et des fois, vous allez nous donner aussi des idées, des envies d'expérimenter des matières qu'on ne serait pas allé chercher. Voilà, c'est pour partager en fait ce qu'on vit en théâtre d'ombre. Après avoir expérimenté l'animation
de ces personnages sur les grands ou petits écrans et s'est familiarisé avec les différentes sources d'éclairage. D'ultimes modifications ont été apportées avant la représentation finale. Une première scène avec les personnages du grand-père et de la grand-mère ont été joués dans un mini-théâtre d'ombre où ont été installés les décors préparés par les élèves. L'oiseau bleu a été colorié via le rétroprojecteur, puis la scène de la remise du diamant a été jouée avec le personnage de la fée. Le mardi suivant, les élèves ont pu découvrir l'état d'avancement du spectacle et ont échangé avec les acteurs de la troupe lors d'une visite au Cube. Lors de la semaine de la presse, les élèves de 4e B de la rédaction du Perron TV se sont rendus à l'école primaire pour familiariser les élèves de CE1, CE2 au travail de journaliste. Les écoliers ont ainsi appris à réaliser une une de presse, comme vous le découvrirez dans le reportage de Chloé Mons, Lucie Bondis, Alexandre Pierre et Paul Denison-Reynaud. Dans le cadre de la semaine de la presse, les élèves de la classe média du collège François Perron se sont rendus à l'école Charles-Louis-Philippe de Sérilly. Objectif : former les écoliers de 3 classes et à la réalisation d'une une de journal. En effet, ces apprentis journalistes ont participé à un concours de une qui était organisé par l'équipe pédagogique de l'établissement l'an passé. Forts de cette expérience, ils sont allés à l'invitation des enseignements du primaire aider les écoliers inscrits au concours académie auquel ont également participé 3 classes du collège, 5e A, 4e A et 4e B. Il me paraissait évident, dans la mesure où il y a une classe média au collège, de faire appel à eux, aux 4e, qui ont déjà travaillé sur la une l'année dernière et qui là font tout un travail sur les médias. Répartis dans 3 classes, CP-CE2, CE1, CE2 et CE2 CM1, les élèves de la classe média ont présenté leur média Perron TV. Ils ont diffusé certains reportages déjà réalisés sur le recyclage du papier, le taux de féminisation à l'association sportive ou encore les sciences participatives. Les 7 élèves formateurs, Mayol Bouchra, Kevin Virmo, Joël Guillaumin, Gabriel Roger, Lucie Bondis, Mons Chloé et Paul Denison ont animé une activité pédagogique visant à permettre aux écoliers de comprendre comment les journalistes sélectionnent et hiérarchisent les informations. On fait la semaine de la presse et les collégiens sont venus nous expliquer qu'est-ce que c'est la presse. Les collégiens ont préparé de petites vignettes comportant un titre et une illustration qui ont été distribuées aux écoliers. Ils ont dû lire les informations et les trier en 3 catégories. Celles qui pourraient figurer une de journal sportif, celles qui auraient leur place sur une une de journal de la nature et celles qui seraient retenues pour la rédaction d'une une de journal généraliste. Pour les élèves de CP, l'exercice était simplifié et seules 2 catégories avaient été retenues, sportifs et animaux. Dans un deuxième temps, les écoliers devaient composer une une de journal en plaçant les 4 articles choisis sur les gabarits fournis par la montagne. Et donc du coup, vous devez placer un article à l'oreillette, un article au bandeau, un article au ventre et au pied de page. Cet exercice, apprécié par les écoliers, est venu compléter la formation dispensée au préalable par les professeurs des écoles. Les élèves de CE2, CM1 ont eu l'occasion de travailler sur une du petit quotidien pour découvrir le vocabulaire de la une et surtout comprendre comment est-ce qu'on hiérarchise l'information. On a eu l'occasion également de travailler plus spécifiquement avec une fiche où là ils avaient à retrouver les différents termes clés et les mots typiques qu'on utilise pour une de journal. Ils ont pu aussi s'exprimer sur ce qu'ils connaissaient des médias et ce qu'était l'information avant que les collégiens viennent aujourd'hui nous présenter leur travail. À l'issue de l'activité, les élèves ont présenté leur travail à leurs camarades, aux collégiens et aux enseignants. Fin prêt pour le concours. La semaine prochaine, nous allons préparer le concours, proposer la une à la montagne. Les écoliers viendront présenter leur une lors de l'inauguration de la web TV de la classe média. Une expérience suffisamment positive pour que les écoliers se soient comportés comme d'authentiques journalistes en réalisant le reportage suivant sur le compte randonnée qu'ils ont écrit avec les 6e. Les CE1, CE2 de l'école Charles-Louis-Philippe et les 6e du collège François Perron de Sérilly ont en commun un projet d'écriture de contes.
C'est d'abord Madame Bouchra, le professeur des écoles des CE1, CE2 qui m'en a parlé, qui m'a proposé ce travail que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est un travail collaboratif entre l'école primaire et le collège. Ça rentre dans notre liaison école-collège d'une part, et puis d'autre part, les contes font partie du programme de 6e. Donc c'était tout à fait approprié. Pour ce projet, l'histoire retenue est celle d'un loup qui a mal aux dents. Les 17 écoliers ont pris connaissance de la situation du loup. Alors, dès que les CE1, CE2 ont fini d'écrire le début des histoires, je l'ai proposé à mes élèves de 6e, un petit peu, chacun a tiré au sort une histoire, et puis donc a dû la poursuivre. On a travaillé en groupe, donc au CDI avec Monsieur Meunier et en classe avec moi. Et on a essayé de guider un petit peu les 6e qui d'habitude ont beaucoup d'imagination, mais qui là butaient un petit peu pour qu'ils nous fassent des histoires drôles et qui nous montrent tout ce dont ils étaient capables. Ils ont écrit le début d'une histoire. Les collégiens ont rédigé la fin, une tâche compliquée mais plaisante. Faut avoir l'imagination, faut trouver les bons mots, tout. Pour avoir la bonne histoire. Ça a été difficile parce qu'il faut déjà trouver l'inspiration, il faut déjà trouver la suite à faire. Ça a été facile et difficile en même temps. J'ai bien aimé parce qu'il fallait inventer une histoire pour le loup et qu'il refasse mal aux dents à la fin. Ça a été bien. Après correction, ils ont tapé leur texte sur ordinateur. Enfin, ils ont illustré l'histoire. Une rencontre aura lieu entre les deux classes. Un carnet regroupant les histoires sera réalisé. En 2019, le collège François Perron a reçu la labellisation E3D de niveau 3 grâce à son investissement en faveur du développement durable et de la protection de la biodiversité. Reportage de Antoine-Georges Choquet avec l'aide précieuse des élèves du Club Nature. Fort de son investissement en faveur du développement durable, le collège François Perron a été labellisé E3D de niveau 3, la plus haute distinction possible. Des représentants du collège, 3 élèves du Club Nature, Brandon Mathieu, Léana Dubarle et Léa Levrault, la professeure de sciences de la vie et de la terre, Madame Léonard, et la principale du collège, Madame Décoré, ont été invités à une cérémonie de remise des prix et de partage d'expériences. Cet événement se déroulait au lycée agricole de Marmilla. À leur arrivée, les élèves ont installé leur stand puis assuré la présentation de leurs différents projets. Réduction du gaspillage alimentaire, les sciences participatives, etc. Notre stand a eu beaucoup de succès avec beaucoup de visites. Si plusieurs stands proposaient des activités sur le gaspillage alimentaire, seul le nôtre parlait des sciences participatives. Brandon Mathieu n'a pas hésité à proposer aux visiteurs des activités de détermination des escargots. Après une présentation des actions menées dans l'académie, les établissements labellisés ont reçu un diplôme correspondant à leur niveau de labellisation. Les délégués ayant obtenu le plus prestigieux degré de labellisation ont été récompensés par l'octroi d'une plaque à installer dans l'enceinte de l'établissement. Les différentes délégations ont aussi pu découvrir les différents projets des autres établissements en visant les stands. À la fin de la journée, les participants ont assisté à une conférence sur la biodiversité avant de regagner leur établissement respectif plein de nouvelles idées. Comme chaque année, l'enduro de pétanque est l'événement sportif sérigois le plus attendu de l'été. Lucie Bondis, notre reporter sur place, vous a préparé un reportage sur ce tournoi. Les 29 et 30 juin, l'association sportive Série Pétanque a organisé la 17e édition de son enduro de pétanque. Pour ce tournoi, qui se déroule pendant 24 heures, la municipalité a gracieusement mis à disposition des organisateurs le parc des expositions. C'est un événement qui est connu depuis très longtemps, puisque c'est la 17e édition cette année. Et l'association qui organise cet événement, bien évidemment en collaboration avec la commune de Sérilly, puisque vous pouvez le voir, on organise cette manifestation au parc des expositions, qui est la propriété donc de la commune de Sérilly.
Et nous, de notre côté, eh bien, on met tout en œuvre, on aide l'association à organiser effectivement cet événement. Alors c'est un événement qui a pris de l'ampleur d'année en année, je crois qu'il est apprécié par beaucoup de gens puisqu'on a énormément de personnes qui viennent de toute la France et c'est ce qui est important pour notre commune parce que ça fait connaître Cérilly. Malgré la canicule, le tournoi a attiré 192 équipes masculines et 24 équipes féminines venues de toute la France, de la région parisienne à Montauban en passant par Lyon ou le Puy-de-Dôme. Des emplacements sont mis à disposition des concurrents qui vivent sur place durant toute la compétition. Au-delà de la compétition sportive, les participants apprécient la convivialité du camp. On est fiers parce qu'en même temps, on voit quand même qu'il y a beaucoup de solidarité dans notre club. On vient, tout le monde s'occupe de tout. Le campement, on a des précurseurs qui arrivent le vendredi pour que les gens qui arrivent le vendredi soir soient prêts pour manger, tout ça, parce qu'il y a des gens qui travaillent le vendredi. Donc on fait des roulements pour manger, les gens, tout. Donc c'est super bien, et à part cette année qu'il y a une grosse chaleur comme l'année dernière. Les 648 compétiteurs se sont affrontés sur 108 terrains tracés par les membres de l'association. Ouvert à tout public, le tournoi impose toutefois aux joueurs de détenir une licence. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent demander une licence provisoire au club organisateur. Le tournoi, qui s'inscrit dans le cadre du règlement de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, s'est déroulé en 3 temps. Les parties se sont disputées en triplette, 3 contre 3, le samedi après-midi, puis en doublette, 2 contre 2, durant la nuit du samedi au dimanche, afin que les participants puissent se relayer. Une organisation rigoureuse assumée par les bénévoles. Alors on a 192 équipes masculines donc, qui sont réparties en 16 poules de 12 équipes qui s'affrontent d'abord en triplette pendant 4 parties le samedi après-midi, puis en doublette pendant 6 parties pendant la nuit. Au terme de ces 10 parties de poules, on répartit les équipes par groupe de 4, donc les 4 meilleures équipes dans un concours A, de la 5e à la 8e dans un concours B et de la 9e à la 12e dans un concours C, en fonction du niveau et donc des 16 poules. Donc ça nous fait un concours A avec 64 équipes, un concours B avec 64 également et un concours C avec 64 équipes. Là on rejoue le matin en triplette et les parties deviennent éliminatoires, donc en partant des 32e de finale pour arriver jusqu'à la finale qui se déroule l'après-midi devant le public qui peut se trouver là et venir voir ce qui se passe. Du côté des filles, on fait exactement la même chose, sauf qu'on a un petit peu moins de monde. On part sur 32 équipes et on répartit en 2 concours, concours A et concours B, sinon c'est exactement le même déroulé. Après, au niveau de la table de marque, donc on a quelques petites choses à gérer, c'est les temps des parties. Donc les parties se déroulent en 1 heure, donc avec un coup de sifflet de l'arbitre au début de la partie et un coup de sifflet à la fin de la partie. Nous, on gère les terrains donc pour que les équipes se retrouvent au bon terrain et à la bonne heure pour que les parties se déroulent correctement. Ensuite, on comptabilise les points et on tient un cahier de notes entre guillemets qui nous permet de savoir quelle équipe a gagné le plus de parties et combien de points ils ont marqué, et ce qui nous permet de faire le classement final. À l'aube, la compétition a repris ses droits après une courte pause. Ce concours permet de remporter des indemnités, 5 € par partie de poule gagnée, et des sommes plus importantes à partir des 32e de finale jusqu'à la finale où 200 € sont en jeu. Avec de tels enjeux, les arbitres tiennent un rôle particulièrement important. Alors les compétitions françaises de pétanque sont régies par la Fédération française de pétanque et jeux provençal, qui est basée à Marseille. Et cette fédération, elle envoie des arbitres sur toutes les compétitions. S'il n'y a pas d'arbitre, les compétitions n'ont pas lieu. On n'a pas le droit de faire des compétitions sans arbitre. C'est pour ça que les arbitres sont toujours sur les compétitions. Et donc l'organisateur, une fois qu'il a un arbitre, il lui se décharge de beaucoup de choses. S'il y a un incident sur un terrain, s'il y a après les arbitres font des rapports et ces rapports vont à la fédération et s'il y a des joueurs qui ont fait des fautes, ils peuvent être sanctionnés. Et après, les résultats des concours sont tous enregistrés
Et ces résultats sont enregistrés par l'arbitre qui les envoie aussi à la fédération. Voilà pourquoi l'arbitre est obligatoire sur les compétitions. Le rôle des arbitres sur un tournoi comme celui-ci, c'est de faire respecter le règlement. Donc en fait, le règlement consiste à avoir des tenues appropriées pour le sport pétanque. Donc les tenues appropriées, c'est-à-dire qu'il faut avoir des chaussures qui sont fermées, une tenue décente, c'est-à-dire un short sportif, un t-shirt qui soit cohérent et correct par rapport au sport, parce que la pétanque essaye de faire un peu comme tous les autres sports, avoir des tenues sportives. Après, les règlements, il faut faire respecter les distances de jeu, faire respecter que les joueurs soient courtois entre eux, qu'il n'y ait pas d'animosité. Et puis après, l'autre rôle de l'arbitre, c'est de voir s'il n'y a pas de tricherie sur les terrains et aussi de mesurer les points. Voilà déjà en quoi consiste un petit peu le rôle de l'arbitre. Le rôle de l'arbitre est très important, mais l'enduro n'aurait pas eu lieu sans l'investissement des bénévoles qui enregistrent les inscriptions, tracent les terrains, gèrent la table de marque, la buvette et le restaurant. Sans l'aide des innombrables sponsors, l'enduro de pétanque n'aurait pas pu prendre une telle ampleur ni offrir de telles récompenses aux vainqueurs. Cette année, c'est une équipe du Cher, le Demasel Abraham, Olderbaum Patrick et TJ Fallon qui s'est imposé. Sans aucun doute, autant de participants se retrouveront l'année prochaine pour le 18e enduro de pétanque. Et ce reportage clôt ce JT. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième édition du Petit Perron. J'ai été très heureux de vous avoir présenté ces 2 premières éditions, mais ce n'est pas fini, car l'année prochaine, une nouvelle équipe de reportage prendra le relais pour vous faire de nouveaux JT. Merci à tous et au revoir.